Bonjour à tous, merci à Maxime de m'avoir invité à parler d'un sujet de recherche en fait et de pratique qu'on met en place dans l'hôpital, donc qui consiste effectivement à améliorer la communication entre les soignants et soignés, en ne partant pas du postulat qu'on va améliorer du côté soignant, mais vraiment plutôt dans l'interaction qu'il va y avoir. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu que les... Non, c'est bon. Moi, je suis donc oncologue médicale, donc je travaille au CHU, et en oncologie, il y a énormément de choses qui ont été faites pour développer la manière dont on va faire des consultations d'annonces au sens très large du terme. C'est pas que annoncer un cancer, c'est annoncer les récidives, les fins de vie, les éléments un peu difficiles. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on fait une annonce de ce type, ça crée forcément un bouleversement dans la vie du patient. Il arrive, il allait plutôt bien, et puis tout d'un coup, on va lui annoncer des choses qui vont complètement changer sa vie, même si après, c'est pour aller sur la rémission, sa vie ne sera jamais comme elle était avant. Et donc, les associations de patients se sont élevées dans les années 2000 pour qu'on standardise un petit peu plus la manière dont on fait les annonces. Et donc, vous connaissez certainement toutes les notions de plan cancer qui permettent de définir un petit peu comment on doit faire une consultation. Et donc, si on suit normalement les recommandations du plan cancer, entre guillemets, on va faire une bonne consultation. Mais sans prendre en compte le fait que, eh bien, en fait, il y a de l'autre côté de la table un soignant qui, lui, peut-être n'a pas les bonnes consignes, on va dire, pour pouvoir faire une bonne consultation d'annonce. Donc, je ne sais pas, ça ne passe pas du tout les slides. Je sais pas si voilà. Il faut que j'aille plus par devant. Ah, là, oui. Derrière. Que de direction. Il faut juste que je sache où je pointe. Je regarde le monsieur en haut après l'ordinateur. C'est ça, vers vous. Il n'y a plus de pile. Il faut avoir de la précision. Aucune précision. Je suis très mauvaise de laser game, alors je pourrais vous dire. Ok, slide après. Donc en fait, donc le soignant, il faut savoir que quand il rencontre un patient, c'est sa première rencontre la plupart du temps, et on ne sait pas forcément s'adapter aux réactions du patient. L'autre élément, c'est que on peut ressentir une certaine sensation de solitude face à des réactions de patients qu'on n'anticipe pas, et donc parfois il y a une certaine malaise qui fait qu'on ne sait pas quand quelqu'un va pleurer, va être mutique, comment on doit réagir. On peut avoir parfois un comportement inadapté. Ensuite, surtout quand on est dans le milieu hospitalier, on est toujours dérangé, le téléphone sonne, on a du retard, on a des étudiants en médecine, et donc quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des consultations peut très vite se sentir dépassé. Et puis, les soignants sont des êtres humains aussi qui peuvent avoir leurs problèmes personnels et qui fait que finalement ils ne sont pas comme on aimerait qu'ils soient au quotidien. Il y a une très grosse étude qui a été faite en Europe sur le burn-out en fait, des professionnels de santé, notamment des jeunes étudiants qui deviennent oncologues médicaux. Et donc, vous voyez, en France, on est autour de 60% de burn-out dans notre profession parce qu'il y a tout cet aspect relationnel et émotionnel qu'il faut savoir gérer. Et on va le voir, nous, en tout cas moi, quand j'ai été formée, on n'a jamais eu de formation à l'annonce. C'est-à-dire, on passe oncologue et on pense que de manière intuitive, on sait ce que c'est qu'annoncer un cancer alors qu'en fait, pas du tout. Slide suivante. Donc moi je travaille sur la simulation. La simulation d'annonce est différente du jeu de rôle, c'est pour ça que je vous explique un peu les différences. La simulation, c'est que le patient va être joué par un comédien qu'on va former à avoir certaines réactions un peu stéréotypées pour pouvoir travailler différentes situations. Et puis le médecin est joué par un étudiant, par un médecin. Alors que le jeu de rôle, qui était ce qu'on faisait avant comme formation, eh bien c'était le médecin qui jouait le patient. Et là, vous allez voir, c'est complètement différent parce qu'un médecin, il va comprendre les termes médicaux, il va avoir une réaction qui ne sera pas du tout adaptée par rapport à quelqu'un qui sera vierge d'informations médicales. Et donc, les jeux de rôle sont maintenant de plus en plus délaissés au profit de la simulation. Ça est dessus. Donc, l'avantage de la simulation, c'est que ça permet de travailler plusieurs scénarios avec quelqu'un qui, normalement, émotionnellement, ne sera pas impacté par ce qu'on peut faire, soit de bien, soit de mal. Ça permet de travailler des compétences. Donc, ça a été extrêmement développé par les chirurgiens, les anesthésistes, réanimateurs, qui eux ont déjà incorporé ce travail depuis plusieurs années. Et maintenant, on développe la simulation pour apprendre à faire le savoir-être. Et notamment maintenant, pour les étudiants en médecine, ça devient obligatoire pour passer d'externe à interne, donc sur leur examen de 6e année, eh bien, on attend qu'ils soient capables de faire une bonne consultation alors sur différentes thématiques. L'inconvénient, c'est que il faut former les comédiens, il faut payer des comédiens et ça coûte extrêmement cher. Et donc, voilà, ça fait partie des problématiques qui limitent un peu la mise en place de la simulation. Donc, quand on fait de la médecine, on travaille beaucoup le savoir, le savoir-faire, ça c'est la première préoccupation de nos étudiants, mais finalement le savoir-être n'est pas du tout, enfin en tout cas n'a pas été jusqu'à présent au cœur des problématiques.
Et donc, ce qui explique une partie des problématiques que toute personne a rencontrées. Je veux dire, même moi qui suis médecin, je peux avoir été victime d'un mauvais savoir-être. Donc, c'est vraiment une problématique que la plupart des sociétés savantes maintenant prennent à bras-le-corps pour arriver à améliorer la communication entre les patients. Le principe de la simulation, c'est de faire que la première fois ne soit jamais sur un patient. C'est-à-dire, une annonce, un geste chirurgical devrait toujours être fait soit sur un mannequin, soit sur un patient simulé, afin que justement, on n'apprenne pas la première fois à faire un plâtre sur un patient, à annoncer un cancer sur un patient. Donc ça, c'est vraiment le leitmotiv qu'on a. Si les gens sont mieux formés, les professionnels de santé se sentiront plus à l'aise et seront mieux avec les patients. Et in fine, comprenez bien que les patients du coup seront mieux soignés si les soignants se sentent plus à l'aise dans la manière dont ils font leurs annonces ou la gestion des patients. Slide suivante. Donc, à quoi ça ressemble une salle de simulation? Donc, vous avez en haut donc une salle où on va accueillir les étudiants et les enseignants. Donc là, on a fait pas mal de vidéos pour expliquer un petit peu ce qu'on fait. Ensuite, il y a une troisième salle que vous voyez avec l'étudiante qui est filmée, qui est toute seule dans une salle avec le comédien et l'enseignant. Donc, souvent, moi, pour la fac de médecine de Limoges, je peux monitorer ce qui va se passer avec le comédien. C'est-à-dire, en fonction du niveau de difficulté, si je sens que l'étudiant est en difficulté, on va baisser le niveau de stress. Si je sens que l'étudiant se sent à l'aise, eh bien on va rajouter progressivement des niveaux de difficulté pour se rapprocher le plus possible de ce que devrait être une vraie consultation. Donc on le fait depuis les 3e années de médecine jusqu'à des PU. Vous doutez bien que les scénarios ne sont pas du tout les mêmes et sont adaptés au fur et à mesure. Slide de suite. Vous pouvez avancer plusieurs slides. Donc tout ça pour vous dire que la simulation est très très présente chez les chirurgiens et les anesthésistes. Et en fait, jusqu'à il y a peu, dans les années 2015, on n'avait pas de référentiel sur la simulation en santé sur l'anneau. C'est-à-dire, en gros, la HAS a dit il faut faire de la simulation, mais sans plus. C'est-à-dire, on nous donnait des grandes lignes directrices. Et nous, en oncologie, on n'avait aucun moyen de le mettre en place. Slide suivante. Donc, ça a été mon travail, en fait, depuis... vous pouvez mettre la slide suivante. Depuis 2020, en fait, je travaille même un peu avant sur cette thématique pour mettre en place, que je suis membre du collège des enseignants d'onco, comment on peut implanter la simulation en France en oncologie, parce qu'on est particulièrement impacté par cette thématique. Donc, vous voyez, on a commencé petit avec 14 étudiants. Et là, aujourd'hui, donc, je forme 180 étudiants pour la fac de médecine, plus tous les étudiants internes d'oncologie de radiothérapie en étant au chirurgien. Donc, je suis toute seule pour le faire avec 10 autres collègues. C'est énormément de travail, mais on pense que c'est vraiment impactant pour la prise en charge des patients. Donc, tout ce qu'on a fait, on l'a publié parce que ça permet de valoriser et d'avoir des mécènes. Et je vous en présente une publication parce qu'elle est intéressante parce que quand j'ai présenté ce travail à mes collègues plus anciens membres du collège, on m'a dit c'est très bien Élise, c'est très sympa, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Parce qu'en finalement, le compagnonnage, ça a toujours bien fonctionné. On ne voit pas pourquoi on changerait une pratique qui est ancestrale. Donc il a fallu démontrer qu'en fait que c'était utile de faire ce type de formation. Et sur le relationnel, c'est particulièrement compliqué de montrer qu'être formé, ça impacte les patients et ça impacte notre capacité à être meilleur. Donc on avait, vous pouvez passer la slide, trouvé en fait une boîte qui travaillait sur le relationnel avec des montres. Donc vous avez tout un système d'algorithmes qui permettait, en fonction de votre fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, la sudation, de combiner des algorithmes qui nous permettent de savoir comment vous réagissez par rapport à une consultation. Donc là, vous avez des points rouges, donc ça c'était l'étudiant. Plus le point était gros, plus en fait il était en état de stress et du coup il avait du mal à se concentrer. Plus les points sont petits, plus ça veut dire qu'il arrive en fait à se détacher de tout le contexte qui peut se passer et qui va se focaliser uniquement sur ce qu'il va raconter au patient. Slide suivante. Donc il y avait plusieurs paramètres qu'on prenait. C'était l'impact émotionnel de ce qu'on peut raconter, la concentration qu'on va mettre sur le travail et puis sur l'état cognitif, c'est-à-dire la manière dont il va aller sur le fond de la problématique. Slide suivante. Et donc on a montré sur cette étude, on avait pris des étudiants de différentes années, que plus on s'entraîne, plus en fait on va diminuer notre charge émotionnelle sur l'annonce, sans totalement l'enlever, parce que si on est complètement antipathique ou sans empathie pour les patients, ça ne va pas. Et qu'à l'inverse, on est capable de plus se concentrer. Et ça, vous le comprenez aisément. Plus on a l'habitude de faire quelque chose de technique ou d'habituel, plus on va se sentir à l'aise et plus on va pouvoir entrer dans le fond des choses. Et donc, ce qu'on voulait, c'est que les étudiants soient meilleurs en communication sans perdre au niveau de leur empathie. Donc, c'est ça qu'avait montré cette étude sur la simulation. Et donc là, on a assez le gros programme CARE qui nous occupe pas mal. Donc CARE, c'est pour communication adaptée pour une relation empathique.
Et donc c'est tout le programme qui est développé pour les étudiants en médecine. Donc il y a 3 volets. Le premier volet, donc, que j'ai rencontré dans le cadre d'ERENA, qui est notre réseau en fait éthique, notamment sur le CHU, mais il y en a partout en Nouvelle-Aquitaine entre autres, la compagnie Megaloship, qui font en fait du théâtre d'impro. Donc en fait les étudiants sont mis dans une salle comme vous avec des comédiens qui vont jouer sur, alors on a choisi le thème le tact dans les soins, et donc les étudiants vont définir une maladie au hasard, des noms au hasard de personnes, et les comédiens vont montrer comment eh bien, on peut ne pas avoir de tact dans le soin. Et l'idée, c'est de les amener sous un mode un peu humoristique à comprendre que parfois, en voulant faire bien, eh bien, on fait mal. Pourquoi ? Parce que, dans notre point de vue à nous, c'est normal. Alors, il y a plein de choses qui nous paraissent normales en tant que médecin qui ne sont pas normales quand on est côté patient. Slide suivant. Donc ça, c'était une image d'une session qu'on avait faite. Ils font plusieurs thématiques, notamment ils travaillent beaucoup avec la gynécologie, sur toutes les problématiques de grossesse, etc. Et donc, ils ont ce premier module où ils passent à plusieurs, ils passent par groupe de 100. Et donc, ils ont obligatoirement cette petite scénette pour réfléchir. Et puis derrière, on fait un débrief d'1 heure sur ce qu'ils ont vu, sur ce qui les a choqués, etc. Slide suivante. Ensuite, on a créé une plateforme informatique où dedans, on a mis plusieurs vidéos sur comment en fait se comporter. C'est-à-dire, quand on est médecin, on va avoir notre vision de médecin, et c'est normal, et puis tout le monde se rend compte que quand on passe de l'autre côté, on n'a pas du tout la même vision. C'est-à-dire, quand on est passé patient, on se dit, mais c'est pas possible que les gens aient fait ça, y compris quand on est médecin, et on sait bien, médecin, que quand on a vécu quelque chose, eh bien, on va être beaucoup plus sensibilisé à ne pas faire en sorte que ça se reproduise. Alors, on ne peut pas imposer aux étudiants de vivre tout ce que nos patients vont subir, mais on peut essayer de faire en sorte qu'ils se mettent dans leur peau. Et donc, pour se mettre dans leur peau, on a tourné des vidéos avec une troupe de Paris qui fait qu'en fait, on voit du côté patient ce que le médecin nous inflige, on voit côté médecin ce qu'on va infliger au patient, et après une scène un peu plus de haut. L'idée, c'est de convertir. Alors, je ne sais pas si on peut lancer les vidéos à tout hasard. Alors, peut-être la deuxième vidéo, si vous voulez, ça sera plus simple. Donc en fait, on a filmé et en fait, l'idée c'est de transformer après ces vidéos dans un casque de réalité virtuelle pour que les gens se sentent vraiment immergés dans ce qu'on subit. Donc vous voyez là, on est côté patient et l'idée c'est que l'étudiant se rende compte, mais vous voyez, les différences, c'est le temps que le médecin reste debout, il y a une certaine position de domination qui fait qu'on est obligé de se lever notamment quand on est dans un lit. Et donc on explique au fur et à mesure en fait toutes les choses qu'il ne faut pas faire et ça on va les débriefer. Donc on montre une vidéo de comment il ne faudrait pas faire et une vidéo de comment il faudrait faire. Alors souvent les étudiants nous disent que c'est caricatural, parfois ça n'est pas tant que ça, mais l'idée c'est que surtout eux ils se rendent compte qu'il y a un problème et qu'ils ne le reproduisent pas. Donc slide suivant, donc là on vient de terminer les tournages avec cette équipe, donc on va les tester maintenant sur les casques de réalité virtuelle, voir comment ça va se passer. On peut passer la slide suivante. Encore, je ne vais pas reprendre toutes les vidéos. Et donc après, ils arrivent sur, dès qu'ils voient qu'ils ont vu ces vidéos, ils partent sur la partie théorique, parce que la seule chose qui intéresse nos étudiants, c'est quand même de réussir leurs examens, donc il faut quand même qu'on se rattache à des choses qui leur parlent au quotidien. Slide suivant, donc avec nos collègues de la fac de médecine, on a monté toute une plateforme où il y a ces vidéos, il y a des tips, parce que les étudiants sont très demandeurs de tips, c'est-à-dire comment on parle, qu'est-ce qu'il faut dire, donc c'est bien leur donner un peu, mais il ne faut pas trop, parce qu'il faut pouvoir s'adapter aussi aux patients. On leur donne des recommandations en lien avec nos recommandations de société savante et on va traiter beaucoup de thématiques. Vous voyez, on traite la maladie grave, mais aussi la maladie chronique, s'occuper des aidants, savoir gérer une erreur médicale. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a une erreur médicale. Savoir gérer le refus de traitement. Donc on explique aux patients que c'est pas parce qu'un patient refuse à un instant T un traitement qu'il ne peut pas accepter 5 minutes après. Donc c'est comment on gère tout ça. Les violences psychologiques et physiques, que ce soit du côté soignant ou soigné ou des interactions qu'il peut y avoir. Et puis tout ce qui est enfance en danger. Slide suivante. Et puis pour les internes, vraiment oncologie, il y a plein de choses qu'on gère. On gère l'état de colère, le déni, le fait de... Alors ça peut vous faire rire, mais nous c'est une grosse problématique qu'on a, c'est comment gérer le retard et maîtriser les pannes informatiques. Parce que en fait, quand un étudiant arrive et qu'il a 1 heure de retard et qu'en plus le système informatique a bugué, on s'est rendu compte que ça crée une sensation de malaise et de difficulté à faire une consultation d'annonce. Donc on leur apprend comment gérer ça pour que ça n'impacte pas sur le patient. L'idée, c'est de se dire qu'on ne sera jamais parfait parce qu'on est humain, mais c'est comment on peut, sur des situations compliquées, arriver à trouver les ressources pour que notre vie personnelle n'impacte pas sur la vie personnelle des patients. Et ça, c'est un très gros travail qu'il faut arriver à faire auprès de nos étudiants.
Donc ils ont 10 heures de vidéo obligatoire. Une fois qu'ils ont fait ces 10 heures, on passe enfin à l'atelier pratique. Donc c'est les fameuses sessions de simulation. On peut passer la slide suivante. C'est un peu avancé, donc ils ont plusieurs cours où nous on peut surveiller qu'ils ont bien regardé tous les documents à distance. Slide suivante, on peut passer. Donc ils ont plusieurs vidéos à chaque fois. Alors, l'avantage et l'inconvénient, c'est que ça dure 7 minutes. Parce qu'au-delà de 7 minutes, les étudiants sont plus concentrés. Mais une annonce, ça dure pas 7 minutes. Donc on essaie quand même de leur expliquer que c'est pas parce qu'on montre des vidéos de 7 minutes où ça se passe bien que dans la vraie vie, on doit en mode, voilà, 7 minutes, on a géré, on a fait une très bonne consultation d'annonce. On s'est montré qu'on peut, sur un temps restreint, quand même, arriver à faire passer des messages clés sans être, comment dire, pas dans l'empathie. Parce que souvent ils nous disent, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'être empathique. Ben non, en 7 minutes, même si on n'a pas le temps de tout dire, on peut arriver à donner 2-3 trucs qui fait que on pourrait être un bon médecin quand même par la suite sans complètement être dans la non-empathie. Donc ça, c'était pour vous dire qu'on est parti très loin parce qu'on allait en mode artisanal où on mettait des faux rideaux avec les étudiants à des choses avec on a fait des mini-séries parce qu'on a eu pas mal de mécènes qui nous ont aidés à monter tout ce programme. Slide suivant, donc ils ont des petits quiz aussi. Et donc, j'ai rencontré une autre... Alors, j'ai plein de comédiens que je rencontre un peu partout. Et donc là, c'est la compagnie Hors-Jeu avec qui je travaille là depuis... Enfin, c'est la 3e année, qui font toutes les sessions de simulation avec nous. Donc, on fait passer 12 étudiants par jour. Et chaque étudiant passe sur une situation pour les entraîner. Et puis, on apprend aussi en regardant ce que font les autres. Donc, c'est le but de ces sessions. Slide suivante. Et donc, tout ça, on l'a breveté. En fait, on a déposé un programme de formation avec une coach sur comment communiquer, les tips, qui permet aux enseignants qui n'ont pas le temps de se former en fait d'avoir quelques pistes sur comment former les étudiants, parce que l'idée c'est de diffuser au niveau national dans toutes les facultés ce programme pour essayer d'aller plus vite en fait et de diffuser le programme de formation. Quelques règles du jeu très importantes pour les étudiants. Il ne faut pas que ça soit noté. En fait, il faut vraiment que la relation à l'autre soit un plus et pas un mode de validation. C'est-à-dire quand ils viennent, ils savent qu'ils auront forcément leur examen. Donc il faut que ça soit dans la bienveillance, dans la détente, parce que s'ils sont hyper stressés, parce que c'est sanctionnant, eh bien, ils vont retomber dans les travers d'apprentissage bêtes et méchants, style QCM, etc. Donc ça, c'est un prérequis. Et puis on a fait tout ce programme avec des psychologues. Donc il y a plusieurs scénarios qui sont plus ou moins faciles. Donc ça, c'est des exemples de vignettes qu'on donne aux étudiants. Vous êtes le médecin traitant. Et puis après, il y a des vignettes pour les comédiens pour détailler exactement tout ce qu'ils doivent faire. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail de préparation pour arriver clé en main à pouvoir le donner. Et donc là, c'est pareil, c'est Thierry, donc c'est François qui était venu nous filmer, donc avec les comédiens qui jouaient. Donc on a des super locaux à Robérol, et puis les autres en bas qui regardent les sessions de simulation. Et puis il y a toujours un enseignant qui débriefe pour leur expliquer. Alors on dit jamais dans les formations de simulation c'est bien, c'est pas bien. Ça c'est contre notre mentalité. Il y a c'est bien et c'est à améliorer, et ça change toute la différence. Parce qu'en fait, nous, en France, on aime bien dire ce qui ne va pas. Et en médecine particulièrement. Donc les étudiants, on leur dit, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, vous avez une mauvaise note, etc. L'idée, c'est de leur dire, en fait, tout le monde fait des choses bien. L'idée, c'est juste de voir comment on peut les optimiser et trouver les ressources. Parce qu'en état de stress, si on vous dit tout ce que vous faites mal, vous allez vous focaliser dessus. Si on vous dit ça, vous le faites bien, vous allez trouver les ressources pour vous dire, je peux faire encore mieux. Et je vous assure que comme enseignante, quand j'ai appris à le faire, ça a été compliqué d'arriver à se dire, de ne pas dire à l'étudiant, c'est pas bien, mais tu fais bien et tu peux améliorer ça. En termes de vocabulaire, ils ne peuvent pas dire non, je ne veux pas, etc. Et malgré ça, ça ne suffisait toujours pas pour convaincre mes collègues. Alors du coup, on est parti sur une étude randomisée, c'est-à-dire on a comparé le compagnonnage versus la formation par simulation. Donc on a fini l'étude, slide suivante. On a inclus 100 étudiants dans 6 villes différentes, avec c'est l'IHU de Strasbourg qui a été porteur de ce projet, le groupe d'oncogynéco et donc notre association d'oncologie. Et donc on a inclus 120 étudiants qui ont participé sur 2 ans. Slide suivant. Donc, on a présenté une partie des résultats à notre congrès international aux États-Unis sur ce type d'études. Et on va présenter les résultats à notre congrès européen là, au mois d'octobre. En primaire, c'est positif, donc on est assez content. Parce qu'en fait, de former les étudiants de cette manière-là, c'est bénéfique. Donc, c'est quoi le futur? Parce qu'on a toujours plein de projets. Je ne sais pas encore aujourd'hui comment inclure les patients, parce que pour l'instant c'est côté médecin, mais j'aimerais vraiment montrer que ça a un impact pour les patientes, et ça pour l'instant je ne sais pas bien le faire. Au Canada, aux États-Unis, ils ont beaucoup moins ce problème parce qu'il y a une culture en fait qui est un peu différente de nous en médecine, mais je travaille dans des associations de patients pour voir comment on peut le faire. Comment on peut mieux développer le lien médecin-patient pour monter ces programmes de formation? Pour l'instant, c'est très... J'ai des patients partenaires, mais bon, on n'arrive pas encore vraiment à les inclure dans ce programme-là.
Et puis la médecine narrative, donc normalement on commence nos premiers ateliers, j'espère en septembre, avec des écrivains locaux qui vont venir dans le service pour les patients. Donc voilà, on commence à s'intéresser. C'est vrai que moi au début, le prime de mon travail, c'était de développer l'amélioration de la communication. Maintenant qu'on sait que ça marche quand on forme les professionnels, c'est de voir comment on peut essayer d'améliorer le côté patient et qu'ils nous fassent le retour. Alors en oncologie, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas où positionner le questionnement des patients pour savoir le retour de comment a été le médecin, mais on ne désespère pas de trouver des solutions. Slide suivante, et donc je tiens dire un merci aux patients parce que c'est vraiment la raison d'être de ce programme. Si on le fait, c'est pour améliorer, parce qu'on avait des retours des patients qui nous ont dit qu'il fallait faire mieux, et je suis convaincue qu'on arrive à faire mieux. Ensuite, c'est tous mes collègues qui me soutiennent depuis 7 ans, parce que quand on a fait le programme, au début, personne ne croyait vraiment trop à ce projet. Merci à tous les mécènes. Vous voyez, il faut énormément de mécènes. Il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques qui soutiennent ce programme parce qu'on est convaincus, alors on va voir côté laboratoire, qu'en fait, si les médecins soignent mieux, in fine, eux aussi, ils trouvent un intérêt. Donc en fait, tout le monde a un intérêt à ce que les médecins et les patients soient plus en symbiose dans la manière dont on fait les annonces. Et bien sûr, alors 3 sponsors que je vais quand même remercier, la faculté de médecine, le CHU qui nous héberge et l'université, parce que sans eux, on ne peut pas monter ce type de programme. Et je remercie déjà les nouveaux médecins qui arrivent pour 2025-2026, qui nous permet déjà de faire la nouvelle année de formation. Voilà, merci. On va faire quelques questions quand même. On va faire une scène de questions. Allez-y. Alors, dans la salle. Alors, je me souviens, et moi je pose une question, et Élise, quand je t'avais appelé pour ce congrès, tu dis mais qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que tu peux faire? Finalement, tu fais la médecine narrative. J'ai découvert avec le collègue d'avant qu'en fait, tout ce qui est médecine, soins, c'est de la médecine narrative quelque part. Donc en fait, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise quand je suis arrivée pour parler. Voilà. J'ai dit que j'avais ma place ici. Parfait. Des questions? Moi, j'ai pas dit. Ah, s'il y a la salle, c'est toujours. C'est tout. Oui, merci. Thierry Anani, neurologue en Bretagne, à Vannes. 2 questions, professeur Deluche. Lorsque vous faites par la simulation l'annonce du diagnostic au patient, est-ce que vous prévoyez une consultation spécialement dédiée ou bien c'est dans la foulée de la réception des résultats anatomo-pathologiques suivis de l'annonce tout de suite? Parce que moi, dans ma spécialité, on fait parfois des annonces difficiles comme la SLA ou bien le Parkinson. Et personnellement, j'ai remarqué que je ne fais pas bien forcément. Est-ce que, et c'est là la deuxième question, votre travail pourra déboucher sur un DU qui pourra être proposé à des praticiens dans différentes spécialités? Alors nous, c'est vrai que l'annonce, quand on est en oncologie, très souvent, il y a un spécialiste qui l'a fait avant nous. Parce qu'ils vont passer par des biopsies, des scanners, etc. Donc on va dire 3/4 du temps, c'est pas nous qui faisons la première annonce. Ce qu'on fait nous très régulièrement, c'est les récidives. Et donc tout ça, il y a des moyens en fait d'appréhender les choses. Donc moi j'ai beaucoup travaillé avec les médecins généralistes et les radiologues parce que souvent eux qui sont en première ligne. Et en fait on montre que on n'a pas forcément besoin de beaucoup de connaissances pour arriver à correctement orienter les patients. Et ça s'apprend en fait, c'est pas du tout inné. Et donc pour répondre à votre deuxième question, oui, on fait des programmes de formation. J'ai fait une DPC pour les pharmaciens. Vous allez me dire c'est très éloigné d'une annonce, mais en fait pas du tout, parce que les pharmaciens nous disaient, mais par exemple quelqu'un qui vient avec une suspicion de mélanome, il va dire ah ben regardez j'ai ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et bien c'est comment en fait on va l'orienter vers un dermatologue sans trop se mouiller, ou alors quand on sent que neurologiquement peut-être il y a un petit déficit, qu'il a fait un AVC, qu'il faut qu'il aille peut-être aux urgences. Mais en fait tous les professionnels de santé sont concernés, et donc en fait ça se décline au fur et à mesure. Donc pour l'instant on n'a fait qu'une DPC pharmacie. L'idée après c'est d'arriver à faire effectivement un DU ou un DU, on va voir, de médecine, de simulation pour l'annonce au sens large du terme. Alors.